Bonjour Tom Benoît. Bonjour Florian. Alors, je vous présente, même si on vous connaît de mieux en mieux, vous êtes entrepreneur, vous êtes essayiste, vous êtes par ailleurs directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, Absolument. qu'on peut trouver en kiosque. Partout en France, en kiosque et dans une partie de l'Europe, en Suisse et au Luxembourg également. Très bien, très bien. Et puis on vous voit régulièrement, notamment sur le plateau de TV5 Monde, hein, Absolument. puisque vous êtes partenaire, je crois, de cette émission. On est partenaire de l'émission politique, on est plusieurs partenaires, Le Point, Ouest France, Nice Matin et Géostratégie Magazine. Donc, on traite essentiellement donc, sur le plateau des questions économiques plus que géopolitiques, puisque c'est une journaliste de TV5 Monde qui est chargée des relations diplomatiques et des questions plus géopolitiques. Donc moi, je m'occupe plus de la partie économie sur TV5. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, on vous a vu poser quelques questions. Les questions étaient là, les réponses parfois un peu moins, mais on Oui. vous a vu face à Prisca Thévenot, face à Laurent Jacobelli, face à Bruno Le Maire. Vous les avez un petit peu titillés. Bon, c'était pas bien méchant, mais bon, sur des questions liées à la dette ou à la monnaie ou à leur programme. Et c'est vrai que les gens iront voir pour se faire une idée du niveau Bon, des réponses. Prisca Thévenot, c'est pas, juste pour préciser un point là-dessus, c'est pas foncièrement dramatique, pas fondamentalement dramatique, parce qu'elle est porte-parole du gouvernement, Oui, c'est pas mais son domaine. c'est pas son domaine. Ce qui est dramatique, par contre, c'est la réaction très pédante, autoritaire, et avec une intonation, un air et un sous-entendu en filigrane très narquois. Je lui dis, on a 3000 milliards de dettes, et Prisca Thévenot sourit et se met à rire en me disant, mais de quelle dette parlons-nous, monsieur? Donc là, Ouais. c'est à ce moment-là que j'ai dit, non, bah, la dette publique, pas la dette de votre appartement ou du mien, madame, mais la dette publique de la France. Elle serait très endettée. Euh, et Bruno Le Maire, oui, c'était, je crois, sur les qui détient la dette, c'était ça, Ah, hein. là, c'est dramatique, par contre. Là, Bruno Le Maire, c'est un Il est autre quand même ministre de territoire. l'économie depuis 7 ans. Ouais. Voilà, il est ministre de l'économie, et il y a plusieurs choses qui sont dramatiques. Premièrement, la réaction. Alors, c'est amusant parce que j'ai un ami qui m'a envoyé une version de ChatGPT il y a 2 jours. Et en faisant quelques tests, je demande donc que pense Tom Benoît de Bruno Le Maire? Et que pense Bruno Le Maire de Tom Benoît? Et la réaction de ChatGPT, c'est assez amusant, c'est Bruno Le Maire et Tom Benoît ont eu un échange récemment sur TV5 Monde, et le ministre de l'économie s'est montré très condescendant à une question particulièrement complexe ou étoffée, mais c'était assez valorisant quant à la structure de la question. Et Bruno Le Maire se montre condescendant en me qualifiant, pas dire me traitant, mais me qualifiant de perroquet du Sénat. On peut pas Oui, oui, qualifier un journaliste de perroquet du Sénat. Le Sénat, c'est l'institution même qui contrôle le travail des ministres. oui, oui, Donc, bien si sûr. vous faites le reflet du Sénat, vous n'êtes pas un perroquet. Voilà, je faisais référence en l'occurrence, à une commission, un rapport du Sénat qui évoquait très en détail et très justement les reports de crédit sur le budget Mm. général. On va y revenir au fil de la vidéo, mais l'attitude de Bruno Le Maire était absolument pas digne d'un ministre de l'économie. Et d'ailleurs, oui, donc il n'a jamais vraiment répondu à qui détient la dette française, qui est détenue à plus de 50% aujourd'hui par l'étranger. Voilà. 53%, je crois, dans Ouais, ces ouais. eaux-là. Pourquoi Dans est-ce les qu'il est d'accord? 53%, il y a une grosse part à la BCE, hein. Ce qui est important, Voilà. c'est le quart de la dette totale, on va dire, qui est détenue par des privés et par des fonds d'investissement principalement, parce que dans la dette extérieure, il y a également la dette qui est dans les coffres de la Banque Centrale Européenne. Celle-là, donc, on sait où elle est. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est la dette qui est détenue peut-être par BlackRock, par des fonds d'investissement américains. On le sait d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est Alors pas pourquoi officiel, justement, mais on peut commencer comme ça, puisqu'on est parti sur ouais. Bruno Le Maire, pourquoi c'est aussi important de savoir qui détient cette partie de la dette? J'en ai parlé régulièrement, c'est important. Lorsque vous êtes endetté auprès de prêteurs, la question n'est pas vous allez les Mhm. rembourser, mais comment est-ce que vous allez les rembourser? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la dette de la France, Prisca Thévenot, finalement, n'avait pas tout à fait tort dans sa naïveté, je veux dire, dans la dimension crédule. Lorsqu'elle me dit, mais de quelle dette parlons-nous? Ben, en réalité, on parle de la dette de vous et moi, Florian, et de Mhm. contribuables qui, tôt ou tard, seront appelés à la rembourser. Parce que Mhm. c'est pas la personne qui signe la dette aujourd'hui, qui est quand même Bruno Le Maire, il faut le rappeler.
Parce que la dette est émise par un ministre de l'économie qui s'appelle Bruno Le Maire, qui donne des ordres à France Trésor depuis 7 ans, et France Trésor travaille avec un dépositaire qui s'appelle Euroclear, et qui Mm. gère donc la relation principalement pour la dette extérieure avec les marchés, pour s'endetter auprès des marchés. Mais ces gens-là qui s'endettent ne s'endettent pas pour leur compte, ils Mm. s'endettent au nom des Français, ils s'endettent au nom de la nation. Ça veut dire que demain, si l'État n'est plus une affaire qui marche, c'est-à-dire ce qui est le cas d'ailleurs depuis 1975, puisque l'État est déficitaire depuis 1975, Mm. vous allez devoir trouver maintes solutions, maintes et diverses solutions pour rembourser votre dette. Et ça se fait donc soit par des impôts très détournés au départ, avec des manœuvres, on y reviendra là aussi plus en détail, d'ordre monétaire, c'est-à-dire par rapport à de l'inflation, par exemple, soit par des impôts très directs et des augmentations d'impôts ou de taxes. Alors là, on peut taxer le patrimoine immobilier, on peut créer un impôt sur la fortune immobilière, c'est ce qui est le cas, on peut en modifier les barèmes, on peut taxer les revenus locatifs, on peut taxer les transactions sur les marchés financiers, on peut créer toutes les taxes possibles et imaginables, si je puis dire, pour rembourser la dette publique. Et la question est de savoir auprès de qui nous nous endettons. Moi, il y a pas de sous-entendu lorsque je pose une question. Je peux me permettre de faire des sous-entendus dans une vidéo comme celle-ci lorsque c'est moi l'interviewé, mais lorsque Mm. j'interviewe Bruno Le Maire, je lui demande tout simplement qui détient la part extérieure privée de la dette de la France. Sachant qu'il Sous-entendu, est normal que le ministre de l'économie le sache quand même. Enfin, en l'occurrence, il le sait, mais pas aberrant. le, alors le seul organisme qui le sait, c'est le dépositaire central, hein, c'est Euroclear. Ouais. Par contre, un ministre de l'économie aurait le pouvoir, dans un pays souverain, de lancer une mission pour identifier justement les prêteurs étrangers. Parce que le Bah, il y a un seul... rapport de l'Assemblée nationale, là, fin mai, le rapport Mauvieux Absolument. Il y a un de la rapport de dette. l'Assemblée nationale, ouais, Mm. qui souligne ce que j'avais souligné il y a une année, justement, lorsque Bruno Le Maire me répondait, donc en direct, il y a un an déjà, et à nouveau, cette fois-ci, c'est totalement transparent. Vous rendez sur le site de France Trésor et vous trouverez. Ce qui est absolument faux. Vous rendez sur le site de France Trésor, vous trouvez la répartition, mais vous ne trouvez pas l'origine des prêteurs. Le seul sous-entendu que j'ai, c'est que si Bruno Le Maire me répond, bah, écoutez mon cher monsieur, ce sont des Russes qui achètent 90%, c'est pas le cas, hein, mais ce sont des Russes qui achètent 90% des titres obligataires. À ce moment-là, je pourrais lui dire, donc on peut partir du principe qu'ils n'en achèteront plus. Ça me paraît assez logique. Si par contre il me répond, bien écoutez, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle BlackRock et d'autres gros gestionnaires d'actifs qui s'occupent des tours de table. Ça modifie également la perception que l'on peut avoir des relations à l'avenir avec les USA, avec les Américains. Donc la question est cruciale en ce sens qu'on ne peut pas aveuglément parader sur des plateaux de télévision comme le fait Bruno Le Maire en disant depuis que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir, le 10 ans français s'envole, ce qui est tout à fait faux. Le taux d'emprunt français s'envole par rapport au maquillage des comptes publics de Bercy, qui a été dévoilé justement par le Sénat et que Standard Poor's avait cerné au moment où l'agence de notation a décidé d'abaisser la note de la France. C'est pour ça Oui, qu'on c'est-à-dire que les taux d'intérêt français à 10 ans ont augmenté. Alors, je crois que ça s'est stabilisé depuis, mais il y a eu une augmentation après l'annonce de la Oui, dissolution. mais c'est énorme, hein. On s'endette, on remplace de la dette à zéro par de la dette à 3,20 aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Et l'écart avec l'Allemagne avait un peu augmenté, réaugmenté également Voilà, à 0,8, c'est ça, enfin, je crois, 80 points de base absolument. dans Ce ces qu'on eaux-là. appelle le spread, l'écart de Le taux spread de entre taux. l'Allemagne et la France. Ouais. Il y a même un moment où on était à des taux plus élevés que le Portugal, ce qui était quand même une première On y est, on est pas à peu très près. Ouais, reluisante. ouais, on n'est pas. Ouais. Alors, on est mieux noté que le Portugal, mais on s'endette à peu près au même montant que le Portugal. Mais ce qui veut dire qu'il y a une imbrication entre ces questions purement économiques et de dette et des imbrications géopolitiques. On peut pas, des questions géopolitiques, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Euh, Absolument. Par exemple, quand en ce moment on décide, enfin, l'Union européenne décide de réorienter les intérêts issus des avoirs russes qui sont stockés également Ouais, dans c'est Euroclear, c'est ça, c'est la même, euh, absolument. qui est belge, je crois. Ces intérêts, c'est 3 à 5 milliards par an, d'après les estimations. Ouais. Ça ne peut pas être un choix anodin, ni du point de vue économique, ni du point de vue du financement de notre pays, ni du point de vue géopolitique. Euh, Ni du point de vue c'est pas monétaire, une ni du question point de de vue bien et de mal, quoi. géopolitique. Comme vous le dites très justement, Florian, tout s'imbrique en ce sens que, premièrement, voilà, ce qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'on dit les avoirs russes gelés au sein des banques centrales, Mhm. c'est faux.
C'est pas gelé au sein des banques centrales, c'est gelé au sein. Les banques centrales, c'est la Banque de France ou la Banque centrale européenne, ça sont des banques centrales. Les avoirs russes qu'on a gelés sont gelés au sein d'un dépositaire C'est central. ça. C'est-à-dire d'un organisme, en l'occurrence Euroclear, les dépositaires. Il y en a un que vous connaissez un peu plus, que votre audience connaît un peu plus, c'est Clearstream. Et on Mhm. connaît Clearstream par rapport à une affaire, mais pas par rapport à l'activité du dépositaire. Et généralement, lorsqu'il y aura bientôt l'affaire Euroclear, parce que Euroclear va disparaître. Ça, c'est une certitude. Euroclear ne pourra pas être considéré comme un dépositaire, alors que la seule vocation d'un dépositaire, c'est de conserver les avoirs donc qu'on y dépose, quels que soient les aléas géopolitiques et les tourments politiques. Euroclear avait été créé par JP Morgan dans les années 60. On l'a domicilié en Belgique parce que ça faisait bien par rapport à une forme de neutralité, pour ainsi dire, comme on a fait beaucoup avec l'Eurosystème par la suite. Et Euroclear détient gère plus de 200 milliards d'avoirs russes environ, parce que au début du conflit ukrainien, les Russes pensaient que l'Union européenne se montrerait moins Ouais, farouche à l'endroit de Moscou que les Américains. Donc c'était ils ont l'inverse. retiré. Et ça a Ça a été été l'inverse. l'inverse. Ils ont retiré tous leurs avoirs des États-Unis et les États-Unis ont aujourd'hui, je sais pas, 5 ou 10 milliards à peu près d'avoirs C'est ça. russes, donc Ouais. presque rien. Ils ont l'équivalent des intérêts des avoirs que nous avons gelés au sein d'Euroclear. Mhm. Et, et donc, on a décidé de réorienter les intérêts de ces avoirs vers l'ennemi de la Russie, c'est-à-dire l'Ukraine, le pays qui est aujourd'hui l'ennemi des Russes avec lequel la Russie est en guerre. Donc ça, c'est le symptôme évident de la mort annoncée d'Euroclear. Mhm. Euroclear, on le disait précédemment, là où il y a un fil conducteur qui est intéressant, c'est quand même le dépositaire central qui gère la dette de la France. Voilà. C'est l'expert comptable final de la dette de la France. Pour que ce soit bien clair, quand la France s'endette sur le plan public, le ministre prend une décision. En l'occurrence, cette année, c'est 280 milliards de titres Mhm. obligataires qui sont émis. C'est un montant record d'ailleurs pour cette année. On va avoir beaucoup de mal à placer la dette privée d'ici à la fin de l'année. C'est une prédiction qui est pas, c'est pas du Madame Irma, hein, ça c'est vraiment tout le monde le sait aujourd'hui. Et donc, le ministre de l'économie prend une décision, il envoie un signal à France Trésor, France Trésor gère les émissions, et c'est le dépositaire central qui est le grand expert comptable qui gère les titres et qui garantit la propriété des titres. Donc, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir à la fois avoir un dépositaire central qui ne joue plus son rôle de dépositaire central, et en même temps envisager des discussions avec la Russie, alors qu'on est en train, et Poutine l'a bien dit, c'est du vol, et il y Oui. aura des représailles, de voler des avoirs privés qui étaient déposés chez un dépositaire qui devait être neutre normalement, et surtout pas politisé. Et là, on y revient, mais je veux pas faire trop long, je vous laisse poursuivre ensuite au gros problème de la politisation de la monnaie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, au même titre que les médias, le rôle des journalistes, au départ, devait être moi, je suis devenu journaliste, j'ai pas de carte de presse, j'ai une carte à l'Union francophone, mais j'ai pas de carte de presse, parce que pour avoir une carte de presse, il faut avoir l'essentiel de ses revenus qui proviennent d'un salaire de journaliste, donc autant dire vivre très très modestement aujourd'hui Mhm. et être à la solde de ceux qui ne vivent pas modestement par contre, mais qui détiennent les médias qui vous payent, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et donc moi, j'ai pas de carte de presse, mais je suis patron de presse, j'ai un magazine qui est totalement libre, indépendant, on n'a pas de financement de l'État, on le distribue en kiosque partout en France, et on a des annonceurs privés, mais on n'a pas de financement de l'État. Et les journalistes, normalement, se devaient, lorsqu'ils avaient une carte de presse précédemment, d'être totalement neutres, et de ne pas politiser les débats. Et aujourd'hui, la presse politise les débats. Il y a un parti pris politique, on se prend bien compte, vous et moi, et sur le plan monétaire ou géopolitique, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un banquier central ne joue plus son rôle de garant de la monnaie, un dépositaire central ne joue plus son rôle de dépositaire, mais se dit, bon, ben, finalement, puisqu'on a entre les mains la monnaie, on va la politiser à des fins qu'on décrète comme étant, pourquoi pas écologiques, selon nos dimensions, hein, d'ailleurs, c'est toujours Mhm. c'est absolument pas impartial, et sur les dépositaires, c'est exactement la même chose. Vous avez le dépositaire qui se dit, bon, bah, finalement, puisque je vais les avoir entre les mains, on a eu l'amabilité de me faire confiance, bah, je trahis cette confiance. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure Et qu'un ça a temps. forcément des conséquences. On n'est pas dans un monde sans conséquences. Ça a des conséquences.
Aussi bien d'ailleurs pour nous avons aussi, nous, des avoirs en Russie, par exemple. Donc, il Ah y oui, aura derrière absolument, des ouais. gens physiquement qui pourraient, comme j'ai vu récemment que Ouais, la France s'indignait parce que la Russie censurait des médias français. Je rappelle qu'il y a voilà, 2 ans et quelques, on a censuré des médias russes et qu'il était un peu ouais. idiot de penser que ce serait sans conséquence. Bon, Bon, bah on là, a ça fait la même censuré chose. RT, les Russes ont mis du temps et se sont dit, bah, nous, on va censurer le monde, puisque le monde est un tissu de mensonges, on s'en aperçoit. Moi, j'ai écrit un papier dans C'est Le Monde évident. Enfin, un là, ça va être jour, la même voilà. chose. Mais c'est plus du tout ce que c'était d'ailleurs, hein. Et même les échos déclinent énormément. On n'a plus de presse aujourd'hui, on n'a plus de presse libre en France. Ça, c'est le Ah bah, grand drame de c'est un presse de autre masse. sujet, mais c'est un autre C'est un sujet, autre d'accord. sujet, mais ça fait partie des grands problèmes aujourd'hui de l'éducation collective. Ah bah, Mais c'est un donc, énorme problème, hein. par rapport aux avoirs privés, Nous, on a des avoirs en Russie, on est bien d'accord, Tom. on On a a... des avoirs en Russie. Et on a beaucoup de sociétés qui étaient installées en Russie, qui ont été, donc, victimes, je vais même pas dire victimes, mais qui ont été contraintes par les sanctions de quitter la Russie. C'est ça. Puisqu'on se parle tout à fait clairement, et que l'intérêt de ce type de médias qui est le vôtre, finalement, ou de mouvement avec des activités médiatiques, est de dire la vérité, pour ainsi dire. Pour le dire tout à fait clairement, vous avez beaucoup de sociétés aujourd'hui, je les citerai pas, mais beaucoup de grosses sociétés françaises qui ont des activités industrielles, par exemple, ou énergétiques, qui se sont servies de prête-nom pour quitter la Russie, Mhm. et qui ont cédé pour l'euro symbolique, bien souvent, leur société, leur hangar, leurs outils de production à d'autres sociétés russes. Et ces sociétés se tiennent prêtes à récupérer leurs activités dès lors que le conflit russo-ukrainien sera terminé. Mais c'est là où on s'aperçoit que dans le délire collectif, il faut le dire, c'est pas prosaïque, c'est réellement le terme le plus précis, je crois, pour définir pour qualifier l'attitude de la Commission européenne, de la Banque centrale et Tout de à fait. ces organisations qui nous gouvernent. On se dirige vers une situation qui, quoi qu'il en soit, euh, fera que on ne pourra plus négocier avec la Russie. On ne pourra plus s'entendre. Parce qu'on les aura piégés sur d'autres points, ceux que nous évoquions précédemment. Et ça, c'est le grand danger, c'est qu'au moment où on s'aperçoit on se dirigeait plutôt vers le dénouement du conflit ukrainien, parce que bah, finalement, ça n'arrangeait plus vraiment les Américains de continuer non plus, ils ont fragilisé l'économie européenne sur le plan énergétique, ils ont fragilisé l'industrie européenne, ils ont vendu beaucoup d'armements, ils ont mis la main quand même sur le territoire ukrainien, ce qui peut être intéressant pour pour s'accaparer beaucoup de marchés. Euh, Ils vont pas vendre des avions pendant une éternité, ils les ont vendus déjà, ils vont pas vendre des armes pendant une éternité. Je crois qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui n'ont plus vraiment envie d'aller se battre non plus, il y en a beaucoup qui sont morts déjà, donc il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Et comme je le disais précédemment, même sur les avoirs, ils s'en sortent plutôt bien parce que il n'y aura pas d'attaque sur le dollar. Eux, ils n'ont pas gelé d'avoir russe. Ils en ont gelé, mais presque rien. Donc, s'ils réorientent les intérêts, ils réorientent les intérêts de 5 milliards. En fait, Donc, ils ça... nous ont fait faire tout le sale boulot, quoi, on va Et ils dire. nous ont fait faire absolument, c'est réellement le cas de le dire, Et la besogne qui, par contre, va fragiliser le dépositaire central qui gère notre dette, va fragiliser notre monnaie, parce que si on s'attaque justement à la Russie avec l'euro, c'est pas le dollar que ça fragilise bien naturellement, sûr, c'est l'euro. Et eux, sur le dollar, là, ils n'ont pas de risque. Et fragiliser les relations, surtout avec un pays avec lequel nous étions pieds et poings liés sur tous les plans. Nos constructeurs, et avec les pays qui sont amis alliés également de la Russie. Prenez Renault, par exemple, aujourd'hui. Renault était très implanté en Russie. On les a contraints de partir de Russie. Ils ont une société qui s'appelle Ampère, qui travaille sur les l'électrique. batteries, l'électrique. Alors, pour des stratégies qui sont pas idiotes et qui sont inclus, on va pas entrer dans les détails, mais dans la stratégie, on va dire la trajectoire moyen de gamme de Renault pour l'électrique, ils essaient d'élaborer des batteries qui ont une durée de vie moins longue, une autonomie moins longue, mais qui permettent d'être fabriqués, que l'on peut fabriquer en plus grand nombre. Et pour ça, ils ont été obligés de s'associer avec une société chinoise et une société de Corée du Sud. Mais la société chinoise, avec laquelle le plus grand... D'ailleurs, il faut noter que la succursale, pour ainsi dire, de cette société chinoise est installée en Europe de l'Est et en Hongrie principalement, le Mhm. pays qui est le plus eurosceptique de l'Union européenne. Mais pour collaborer avec cette société chinoise sur le long terme, d'une façon pérenne, il ne faut pas être en guerre avec la Russie. Si
Renault quitte la Russie sous contrainte de l'Union européenne pour collaborer maintenant avec une société chinoise pour que demain l'Union européenne dise ah ben on va aussi imposer des sanctions, c'est un peu ce qui est en train de se faire avec la Chine. Ça a commencé, ouais. Ce qui est en train de se produire, ce que je veux dire par là, c'est que tôt ou tard, bah, il n'y aura plus du tout d'industrie sur le sol européen. Ce qu'on est en train de faire réellement, c'est qu'on est en train de massacrer, d'anéantir toutes les possibilités de collaboration avec des pays qui sont plutôt en marche ou avec des pays avec lesquels on pouvait Tout à structurer fait. des collaborations durables. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, Tom, à l'instant, derrière ça, il y a une décision de l'Union européenne, comme les sanctions anti-russes c'est une prérogative de l'Union européenne. Évidemment, le gouvernement français approuve, hein, je n'exonère pas le gouvernement français de Ouais, ses ouais. responsabilités, mais on voit que ce sont des décisions pilotées largement par l'Union européenne. Est-ce pour cela que vous mettez cette question-là quand même au centre souvent de vos questions vis-à-vis des responsables politiques que vous avez face à vous? Et je vous ai entendu dire récemment, si on m'écoutait, on sortirait sur le champ de l'Union européenne et de l'euro. Euh, alors, ça me pose une question intéressante. Je suis très heureux que vous en parliez parce que vous avez dit récemment la prochaine crise sera monétaire. Il y a une classe politique qui ne veut pas, qui ne s'intéresse pas à la monnaie, qui ne s'y connaît pas, qui ne s'intéresse Ouais, pas à la ouais. monnaie. Or, il est vrai ces dernières années qu'on a vu beaucoup de mouvements politiques qui étaient pour le rétablissement de la souveraineté monétaire, à commencer par le RN, abandonner ce sujet-là. Et de fait, mettre le débat, enfin, faire en sorte qu'il n'y ait plus de débat, parce que c'est vrai que le sujet du monétaire, le sujet de la Ouais, sortie de ouais, l'euro, qu'il n'y ait a plus de été réflexion et plus de évacué. débat sur le sujet. Ça a été Alors, évacué du tout débat à... Bon, médiatique, de fait. tu- Or, pour vous, est-ce que c'est un sujet, la monnaie, le pilotage de la monnaie, qui détient la monnaie, qui contrôle la monnaie, est-ce que c'est un sujet central pour un bah, pays et son avenir? oui, et il est d'autant plus aujourd'hui que demain, je vais vous dire, pour une raison très simple, c'est qu'il y a deux solutions. Soit la monnaie continue, on continue de politiser la monnaie et on va la polariser. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'agents économiques qui vont finalement s'éloigner de la monnaie en se disant non, on ne peut pas travailler avec de la monnaie, elle est politisée à 100%. Si vous avez du cash flow quand vous êtes une société, on vous le ponctionne. Si vous avez de l'épargne lorsque vous êtes un privé, on vous la ponctionne. Si vous avez besoin Oui, on va de... parler de l'épargne dans un On va instant, parler d'ailleurs. de l'épargne ensuite. Si vous avez Bien besoin sûr. de vous financer, bah, les banques de second rang, donc c'est-à-dire les banques commerciales qui sont la pierre angulaire publique de la monnaie, ne travaillent plus au service de la nation et au service des nations, et les banques centrales ne travaillent plus au service des nations. Ça, votre audience le sait, je l'imagine, plus que d'autres audiences, nous n'avons plus de souveraineté monétaire puisque la Banque de France est devenue une grande bibliothèque nationale avec un banquier central qui est un conseiller subalterne de la Banque centrale européenne. Je précise assez régulièrement que je ris jaune devant mon café, bien souvent en lisant la presse, lorsque je lis ou j'entends les banquiers centraux de la Banque centrale au Conseil des gouverneurs ont voté à l'unanimité. Ils votent toujours à l'unanimité, mais on ne les voit pas. C'est formidable. Aujourd'hui, ce qu'il y a de magnifique dans les élections, c'est que les seules élections qu'on voit sont celles qui porteront sur les bouchons de bouteille, mais par contre, les élections qui portent sur les trajectoires monétaires, sur les guerres que l'on va mener, sur les On mecs ne les qu'on voit va pas. envoyer au front, comme dit Macron, celles-ci, on ne les voit pas d'élections. C'est pas la peine et tout est tranché systématiquement à l'unanimité. La monnaie, c'est quelque chose de particulier. On ne peut pas faire sans dans un monde qui est capitaliste. Et encore moins dans un monde qui est mondialisé, dans des économies qui sont mondialisées. Et ce qui est assez fascinant aujourd'hui, pour aller plus loin que ce que je dis habituellement, pour ainsi dire, c'est que ce que je suis en train d'observer, c'est que finalement, cet écosystème parfaitement schizophrène de l'hypermondialisation qui n'a rien à voir avec le libéralisme. Il faut vraiment pas mélanger les préceptes libéraux, les libertés individuelles, la possibilité de générer de la richesse, le fait d'acquiescer qu'il y ait certaines formes d'inégalité sociale et économique également. Tout ceci n'a rien à voir avec la mondialisation et encore moins avec la mondialisation numérisée et les systèmes obligataires ultra performants des États qui se sont octroyés le droit justement d'endetter, de posséder, de faire travailler, comme on le faisait en URSS précédemment, les Bah, peuples au service de la nation. on le voit, plus on est mondialisé, moins on a le sentiment d'avoir de liberté entre nous. Ben, il n'y a plus de liberté aujourd'hui. Il n'y a pas de Effectivement, il n'y a pas capitalisme. Je veux d'équivalence. Il y a dire, pas ce qu'on d'équivalence. appelle le capitalisme existe dans des sphères mondialisées, ça c'est une réalité, mais pas du tout dans la société civile. Voilà, parce que si vous voulez vous financer aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous financer auprès d'une banque.
commerciale, Bien ce qui sûr, était bien sûr. pourtant le cas jusqu'à dans le système monétaire, justement, ce qu'on appelle la monnaie, je le dis régulièrement parce que c'est un peu l'élément essentiel à comprendre, il y a deux catégories de monnaie. Il y a de la monnaie banque centrale qui est émise Mhm. par la banque centrale, et d'ailleurs peu de gens le savent, mais c'est une monnaie qui ne passe jamais dans l'économie, la monnaie banque centrale, sauf en pièces et en billets. Ça veut dire que lorsque vous avez des pièces et des billets, vous avez ce qu'on appelle de la monnaie, de la vraie monnaie, c'est-à-dire la monnaie qui est émise par le souverain, ou en tout cas maintenant par le souverain européen, puisque l'Europe est une... Il y a une grande souveraineté européenne, nous ne sommes plus des nations, la nation qui dirige le Parlement, la Banque centrale, tout ça, c'est l'Europe. On ne le veut pas, mais malheureusement, c'est comme ça. Et le souverain européen, par le biais de la Banque centrale européenne, émet un souverain monétaire. Et ça, c'est de la monnaie banque centrale. C'est le billet de 20 euros que vous avez entre les mains, ou le billet de 50, ou les pièces. Et lorsque vous déposez ce billet en banque, c'est la banque commerciale qui va vous inscrire une reconnaissance de dette et qui va vous dire, moi, en tant que banque commerciale, je suis habilité par les autorités à me substituer à la banque centrale et à vous autoriser à faire avec de la monnaie scripturale, qui aujourd'hui est de la monnaie scripturale numérique, puisqu'elle est inscrite sur des registres numériques, ce que vous pourriez faire avec de la monnaie banque centrale. Mais vous n'avez plus de la monnaie banque centrale. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Banque centrale européenne veut absolument avoir la main sur ce qu'ils appellent la monnaie numérique de banque Numérique, ouais. centrale, L'euro numérique, ouais. histoire que vous n'ayez jamais la possibilité de vous balader dans la rue avec une réelle liberté, c'est-à-dire avec de la C'est ça. monnaie que la Banque centrale a émise elle-même Vous êtes euh, un défenseur de l'argent liquide, j'imagine. à 100%, Ouais, totalement. Premièrement, je suis un comme défenseur du nous. système monétaire tel qu'il était, c'est-à-dire de l'argent liquide. Vous faites pas tout avec de l'argent liquide, mais je suis un défenseur du financement des sociétés par le biais des banques commerciales, et je suis un défenseur du commerce qui n'est pas le business, c'est pas les milieux d'affaires, mais du commerce avec de l'argent liquide. Vous allez en Italie, par exemple, pas loin de l'endroit où je me trouve, enfin à 300 ou 400 km dans la première province après San Remo. Et vous voyez en Italie, et c'est pour ça que l'Union européenne a du mal d'ailleurs à gangréner l'Italie, parce que c'est un pays qui est quand même beaucoup plus éveillé, beaucoup plus libre que la France, et vous voyez des commerces qui fonctionnent uniquement avec de l'argent liquide. Ben, vous ne pouvez pas avoir d'emprise sur ces commerces. Qu'est-ce que C'est vous vrai. allez leur dire? Vous allez C'est leur vrai. dire non, non, mais là on a décidé qu'il y avait une crise Covid et si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas acheter 1 kilo de viande à tel endroit parce que votre compte en euros numérique est bloqué. Ou alors vous allez leur dire là, il y a trop d'inflation, on a décidé de mettre une péremption sur une catégorie de monnaie, sur un pourcentage de votre compte en euros numérique. Non, vous ne le pouvez pas. Ça veut dire que la Banque centrale, lorsqu'elle émet des pièces et des billets, lorsqu'elle les met en circulation, elle garantit la valeur de ces pièces et des billets. Et elle est pieds et poings liés avec la population et avec les personnes qui se retrouvent avec ces pièces et ces billets, parce que c'est de la monnaie banque centrale. C'est une forme de piège, pour ainsi dire, mais c'est pas un piège, c'est le garant de la sincérité de la banque centrale et de la véracité des informations qu'elle communique quant à la valeur des pièces et des billets qu'elle émet. Et tout ce système-là est en train d'être petit à petit démonté. Alors, ça le nécrose et il est démonté par l'élite dirigeante actuelle. Mais ça peut être inversé, je veux dire. Il suffirait d'avoir des banquiers centraux qui aient un minimum de respect à la fois pour l'histoire monétaire et pour les peuples. Oui, 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 et de reconstituer, par exemple, une monnaie nationale, ce qui nous permettrait Voilà, ça c'est la d'avoir priorité, ouais, ouais. la C'est même priorité. notre problème, hein, je veux dire, il y a deux problèmes. Parce que juste une digression là-dessus, c'est que l'euro, personnellement, je trouve que c'est dramatique pour les peuples, c'est dramatique pour les États-nations. Mais au-delà de ça, ça pourrait être une monnaie bien gérée. Mais en Mm. plus de En cela, c'est plus. une monnaie mal gérée. Donc il y a deux problèmes dans l'un. Oui, on est parfaitement d'accord. Il y a un problème de principe et un problème de gestion. Voilà. Est-ce que là, pour être clair, quel que soit le gouvernement qui sorte des urnes, s'il y en a un, après Ouais. l'Assemblée sera déterminée le 7 juillet, si ce gouvernement, ce qui est le cas des trois blocs, hein, décide de rester dans l'euro, dans l'Union européenne bien sûr, et dans l'euro en particulier, est-ce qu'il peut y avoir fondamentalement une autre politique? Est-ce qu'on peut réindustrialiser la France? Est-ce qu'on peut faire un fonds souverain? Est-ce qu'on peut faire un choix vraiment de rupture en Oh, restant le dans choix du fonds souverain, c'est une très bonne idée, comme j'ai dit régulièrement, le Rassemblement Ouais. national a raison. Par contre, le gros problème, c'est que pour faire un fonds souverain, en étant dans l'euro, ça va être compliqué. Deuxièmement, Et vous avez... Jacobelli, vous avez dit, je juge, c'est intéressant, mais Jacobelli, Ouais. du RN, vous avez dit, oui, mais l'euro a changé. Moi, j'avais pas compris pourquoi, Ouais, moi non plus, non, non, mais là, pour être tout à fait bon, sincère, Laurent Jacobelli m'a répondu, non, mais on a vu que la Banque centrale était beaucoup plus souple.
Oh, je n'ai pas voulu l'embarrasser plus que ça parce que j'avais d'autres questions Ouais, également, j'ai mais vu. oui, elle a été beaucoup plus souple, mais c'est justement ce qui nous a conduit dans le mur, hein. C'est quand même pour ça, parce qu'elle a été souple avec du quantitative easing, des Ouais. TLTRO, c'est-à-dire de la finance détournée, qu'on s'est retrouvé avec un appauvrissement massif de tous les petits épargnants et qu'on a eu 10 points d'inflation en 2022. Donc si c'est ça considéré que la Banque centrale est plus souple, oui, elle a été plus souple, mais bon, entre souple et déluré, il y a une frontière qui est assez mince, quoi. Elle n'a pas été Et plus ça ne souple. règle en plus pas le problème de principe même d'une monnaie unique, quoi. Mais Les on absences ne de peut monnaie pas nationale. avoir un fonds souverain français si on est au sein de la Banque Centrale Européenne et qu'on n'a pas une banque émettrice de monnaie. Mais il y a même plusieurs problèmes. C'est que si vous voulez avoir un fonds souverain, ça veut dire que vous voulez avoir des capitaux au sein du fonds pour vous financer. Le sous-entendu, c'est de dire on va financer notre dette par un fonds souverain. Le nom est joli, on se dit que fonds, ça fait de l'argent et que souverain, c'est bien parce qu'on est souverain. Même Raphaël Glucksmann a l'audace de se présenter comme quelqu'un qui défend la souveraineté de la France. Je dis l'audace, hein, et pas autre chose. Mais par ailleurs, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous avez une balance commerciale largement excédentaire. Et là, à ce moment-là, vous pouvez alimenter votre fonds souverain. C'est le cas pour bien des pays du Moyen-Orient, par exemple, aujourd'hui. Il faut savoir quand même que 3 pays sur 4 dans le monde détiennent au moins un fonds souverain et parfois plusieurs. Et dans les pays du Golfe, ils en ont bien souvent plusieurs. Euh, soit à ce moment-là, si vous exportez, voilà, c'est un peu corollaire, on va dire, ou étroitement lié, beaucoup d'énergie ou beaucoup de matières premières. Mais sur les informations que je détiens, la France a plutôt un déficit commercial depuis de nombreuses années. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'énergie à exporter. S'il y avait des puits de pétrole en France, comme il y en a, ou du gaz en Norvège, ou si on avait les économies des Pays-Bas, de ces pays-là, on le saurait, ça n'est pas le cas. Donc lorsque je lis des Quoique papiers. même aujourd'hui, on s'interdirait probablement d'aller les chercher. Donc, mais bon. Voilà, aussi, voilà, ça c'est Parce- encore notre Enfin, on a problème. un espace maritime qui a probablement des ressources énergétiques peut-être encore Ouais, non c'est le connues, mais on deuxième au monde, hein. s'interdit, On a quand même le deuxième après les États-Unis, je crois, espace tout à maritime. fait, 12 millions de kilomètres carrés, mais on s'interdit également d'en faire quoi que ce soit. Voilà, ça c'est encore un autre problème. Mais je veux dire, mais on n'a même pas la capacité ici justement de générer suffisamment d'exportation pour alimenter un fonds. C'est Donc ça. l'ambition, c'est 3 fois moins, on va dire, que le fonds norvégien. C'est 500 milliards d'ici à 2027. Donc, pour le Rassemblement national, s'ils accèdent au pouvoir aujourd'hui comme ministre à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avec un gouvernement RN. Ça, c'est impossible, hein. Il faut être là, on ne fait pas de politique, on fait de l'économie, c'est pas possible. Vous n'allez pas faire avec une balance commerciale déficitaire en 2 ans ce que la Norvège a fait avec une économie florissante en 17 ans à peu près, ou 3 fois moins. Ça, c'est littéralement impossible. Après, il y a la troisième option, si vous voulez alimenter un fonds souverain. Vous pouvez, c'est un peu la solution de la facilité, vous allez ponctionner directement l'épargne privée. Vous allez mettre Ah, la main sur on l'épargne. y vient, on y vient. Et ça, c'est vraiment l'idée qui passionne les deals politiques aujourd'hui et que j'exècre totalement personnellement parce que moi, je considère que l'épargne privée doit être mobilisée à minima. C'est-à-dire que vous devez avoir quelques petits livrets, le livret A, ces choses-là que toutes les banques proposent, et que ça doit s'arrêter là et que l'épargne doit être de l'épargne au service du libéralisme justement et des économies privées. Mais qu'en aucun cas, vous devez avoir des États ou des regroupements d'États qui vous disent, ben finalement, puisque l'épargne, qui est tout simplement le conglomérat, on va dire, de l'énergie économique et de la traduction de l'énergie, soit du travail, soit des actifs privés, sur des comptes bancaires, mais de la population, puisque la population en détient, mais que nous sommes plus à même de décider comment il faudrait dépenser et investir cet argent, on va mettre la main dessus. Et on va le faire d'une Alors façon toujours très justement, ça c'est détournée. très. Merci d'en parler parce que je sais que vous alertez là-dessus. Moi, j'essaye aussi d'alerter parce que je vois le truc venir. C'est à peu près 6 000 milliards de dettes, d'épargne aujourd'hui, l'épargne française, c'est ça, des gens, Ouais, si je un me peu trompe moins, pas, même, ouais, un peu un moins. peu moins. On est quand même un pays qui épargne. Euh, il y a effectivement une espèce d'obsession dans le discours public. On a entendu Macron, Bruno Le Maire beaucoup. On a vu Mario Draghi, Ursula von der Leyen Ah ouais, et quelques autres en parler beaucoup ces derniers mois. Euh, et ce projet, je sais que vous en parlez beaucoup, vous le connaissez bien, d'union des marchés de capitaux, ouais. qui permettrait en fait de mettre Ça, c'est un fin, scandale. puisque, puisque on réindustrialise pas, qu'on ne crée pas de richesse, puisqu'on s'interdit d'avoir l'outil monétaire,
qu'est-ce qui va rester? C'est aller ponctionner l'épargne des gens. Et j'ai pas entendu que d'autres pays ou d'autres groupes de pays dans le monde avaient le même projet. J'ai l'impression que c'est vraiment réservé à la zone euro, quoi. Ah ouais, ouais, totalement, ouais. Mais Les c'est un Américains feront scandale. pas ça, par exemple. C'est un scandale. Pardon? Les Américains feront pas ça, alors qu'ils ont Non, aussi de mais la vous dette. pouvez pas dire ça aux États-Unis. Si vous faites Bien ça, vous sûr. avez des gens qui descendent dans la rue, c'est impossible. Mais même l'argent Non, liquide aujourd'hui, je veux dire, aux États-Unis, vous arrivez. Moi, je connais bien les États-Unis. vous êtes Vous avez. lynchés si vous dites ça aux Non, États-Unis. mais voilà, mais ce serait. Mais il y a un C'est du vol, traditionnalisme. Tom, c'est juste du vol. C'est littéralement du vol, ouais, ouais, ça s'appelle du vol, Et littéralement. Mais pourquoi ils vont le faire vraiment? Vous pensez c'est qu'ils de vont le la faire? supercherie sémantique qu'on peut faire d'ailleurs parce qu'on a littéralement abruti toute une partie de la population et qu'aujourd'hui il suffit de sortir, on va dire, une association de mots un petit peu compliqués, on appelle ça l'union des marchés de capitaux. Je précise quand même que ça n'a rien à voir avec la libre circulation des marchés de capitaux, ce qui est en train de se passer. C'est une union, ils l'ont d'ailleurs rebaptisée l'union de l'épargne et de l'investissement. Ils ont raison parce que c'est pas l'union des marchés de capitaux, hein. Et maintenant on dit tour à tour union de l'épargne et de l'investissement ou union des marchés de capitaux, mais D'accord, réellement c'est le premier qui a employé le terme d'union de l'épargne et de l'investissement, c'est notre banquier central, qui est toujours satisfait de tout, qui s'appelle François Villeroy de Galhau, qui était sur Inter en disant, justement, comme je le dis là, et finalement, nous devrions plutôt l'appeler l'union de l'épargne et de l'investissement. Bah, d'accord. C'est il n'a clair pas au moins. tort, hein, parce que c'est une union de ponction de l'épargne pour diriger des investissements qui seront décidés. Mais pour bien expliquer les choses, c'est que les marchés de capitaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des capitaux qui contribuent au fonctionnement des marchés. Et on a créé ce qu'on a appelé la libre circulation des capitaux au sein de l'Union européenne, le marché commun, donc c'est-à-dire la possibilité pour des entrepreneurs de s'acquitter de paiement avec des facilités au sein d'une zone bien déterminée, mais aussi d'entrer au capital de sociétés étrangères de la même zone, entre la France et l'Italie, par exemple, ou l'Allemagne, c'est-à-dire le marché commun. Mais là, ça n'a rien à voir avec la libre circulation des capitaux. Vous lisez 80 pages du rapport Noyer, j'ai lu le rapport, c'est intéressant, hein, par ailleurs, on voit bien la trajectoire, on voit bien le plan, c'est très bien expliqué, on comprend bien ce qui est en train de se produire et de se tramer. Mais on vous explique tout simplement qu'il y a de l'épargne et qu'il va falloir bloquer cette épargne et la rendre indisponible pour les épargnants pour que la Commission européenne et la Banque centrale européenne puissent créer des outils de régulation à échelle européenne qui remplacent les outils de régulation des nations, donc une fois de plus vider le pouvoir national des outils de régulation sur le plan financier, et créer des produits d'épargne. C'est pas encore décidé, ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont le faire pour que les gens soient y aillent parce qu'ils n'iront pas, donc soient contraints d'y aller et de mettre leur argent sur ces produits d'épargne, que leur épargne ne soit plus de l'épargne et qu'elle soit plus disponible, qu'il y ait un terme qui soit mis pour cette épargne très long, c'est-à-dire 6 ans, 9 ans, que l'épargne soit indisponible, et que la belle Commission européenne, dans l'intervalle, puisse titriser cette épargne, la financiariser, en faire des paquets, et disposer tout simplement de cette réserve financière qui existait, c'est, je vois pas le lien avec une union des marchés de capitaux. Qu'est-ce que vous Non, unissez là? Tout non, simplement, non. vous mettez la main sur l'épargne privée. Ça n'a rien à voir avec l'union des marchés de capitaux. J'ai entendu un économiste, Marc Touati, l'a dit récemment qu'il fallait sortir progressivement, il fallait l'épargne française était vraiment en danger, qu'il fallait la sortir. Ah oui, oui, totalement, ouais. Mais Vous là, y c'est pas du croyez pas? Vous, vous dites la même chose ou pas? Ah oui, totalement, bien sûr. Non, mais c'est pas du, je, même, On en je est sais là, pas on en du est là, on en est conseil là. en finance, mais c'est de l'évidence, hein. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je voyage quand même pas mal et à l'étranger, beaucoup dans des pays qui fonctionnent beaucoup mieux que la France et des zones du monde qui fonctionnent mieux, mais personne ne laisse son argent dans des banques françaises aujourd'hui. Il faut être fou. C'est une réalité pour Non, mais laisser là, c'est plus de important 100 ce que 000 vous dites. euros sur une banque française. Il vaut mieux déjà, on va dire, allez, les Pays-Bas que la France, aujourd'hui, il vaut mieux l'Espagne même que la France, il vaut mieux la Suisse que les Pays-Bas et que l'Espagne. Je vois déjà tous ceux qui vont me dire non, l'Espagne c'est pareil, le Portugal ça fait partie de l'Union européenne, ou la Bulgarie, la Hongrie. Oui, mais Hmm. c'est déjà quand même un petit peu moins risqué. Le pire des pays aujourd'hui, c'est vraiment la France, hein. Pour avoir de l'épargne, il n'y a pas pire que d'avoir de l'épargne en France. Et après, si vous allez en Suisse, c'est quand même mieux. Si vous allez aux États-Unis, c'est encore mieux, et au Moyen-Orient, à Dubaï, c'est très Mais on simple. sort l'épargne facilement Mais ne aujourd'hui, Tom. gardez pas, ça c'est une réalité, si vous y tenez. C'est là où c'est pas du conseil en Mais, finance, mais oui, j'imagine moi que je veux tout le dire, monde y tient, quoi. si vous tenez à votre argent, ne laissez pas plus de 100 000 euros en France. Et Parce que là, concrètement, vraiment, vous sortez facilement de l'épargne. Ça se fait voilà, facilement. il vous en cuirait sinon. Ça, c'est D'accord. une réalité, mais pour plusieurs raisons. Parce que le système bancaire est
on voit on est quand même le seul pays qui a gardé 5 mégabanques, le groupe BPCE, Société Générale, tous ces groupes-là. Les Allemands ont un peu stabilisé depuis quelques années, depuis la crise des subprimes, leur système bancaire. Nous, on est le seul pays qui cumule les problèmes de dépenses publiques d'une façon démesurée. La France est quand même endettée 2 fois plus que les pays de l'eurozone depuis 2000. Et par rapport à l'Allemagne, on a une dette qui équivaut au double environ, avec une santé économique qui permettra pas de l'éponger. Et les Allemands ont un système bancaire privé qui fonctionne quand même plutôt bien, alors que le nôtre ne fonctionne plus. Donc la situation, c'est vraiment de la nitroglycérine, elle est explosive. Ça, c'est une réalité ici. D'accord, maintenant c'est important d'en parler. Justement, enfin, pour pas que nos téléspectateurs en restent simplement là, vous avez dit tout à l'heure brièvement, mais ça vaut le coup de le développer un petit peu, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que la France, est quand même un vieux pays, si elle reprenait en main son destin, si elle décidait d'avoir de nouveau sa liberté, son indépendance, sa monnaie, etc., elle peut encore s'en sortir. Il y a encore Bah oui. des atouts français et qui sont Bah parfois oui, mais il inexploités. Il faut y a des avoir gens des qui aimeraient idées, et bien puis aussi créer en France. Il y a des gens qui aimeraient bien faire des choses. On il peut y a faire. des gens qui ont envie de faire des choses, absolument. Mais la première chose, c'est de reprendre l'indépendance, la souveraineté, en fait. Ah, c'est la seule solution. S'il y a pas, c'est pour ça que je vois même sur les réseaux beaucoup de personnes qui disent, qui m'envoient des messages en me disant, mais il faut que vous collaboriez avec le Rassemblement national, il faut, pourquoi pas? Je vais dire, voilà, pourquoi pas, si on m'appelait, S'ils font mais une rupture eux-mêmes, s'ils arrivent au pouvoir et qu'ils font une énorme rupture en se rendant compte voilà, qu'on s'il a y a, non, besoin. mais surtout s'ils sont prêts à écouter, C'est parce peu que probable, mais bon. Mais bon. pour être tout à fait clair, moi, je cherche ni une place de ministre, ni de secrétaire d'État, ni de quoi que ce soit je rêve vraiment pas d'avoir une carrière politique. Une dimension politique, oui, mais certainement pas une carrière politique. Donc, si un jour vous me voyez collaborer avec un parti politique quel qu'il soit, c'est que je pourrais apporter quelque chose à la nation, mais pas à l'écosystème politique, parce que ça m'intéresse pas. Voilà, il faut être très clair aujourd'hui, je vais vous dire, même entre ce qu'on appelait la droite et la gauche précédemment, ça Ouais. n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont pour les États-nations et des gens qui sont contre les États-nations. Mais C'est c'est bien de le dire clairement parce ils essaient de ressusciter en ce moment un clivage voilà, gauche. ouais, et justement, je crois qu'aux La États-Unis, face gauche d'Ursula et la face droite d'Ursula, en fait. voilà, il y a des gens qui sont parce que entre moi, je peux discuter, moi, je me considère pas comme un mec de gauche. Je suis plutôt de droite et j'ai des idées plutôt pas droite. Mais si je parle avec des gens qui sont qui ont une structure mentale, on va dire, assez construite et qui se considèrent comme étant de gauche proudhonienne, par exemple, et que la dimension sociale, pourquoi pas? Je comprends l'état d'esprit, j'arrive à discuter. Après, on peut dire, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un État très fort, moi, je pense qu'il... Ça, pourquoi pas? Les discussions de gauche et de droite. Mais là, on n'en est vraiment plus là. La grande C'est question, c'est ça. de dire, C'est ça. est-ce que vous voulez des États-nations? Est-ce que vous voulez qu'on puisse vraiment se diriger? Ou est-ce que vous voulez qu'on délègue la totalité de nos pouvoirs à des gens qui sont ailleurs et qu'on n'ait plus de droit de regard là-dessus et qu'on soit les vassaux de l'Union européenne et des États-Unis? C'est Oui, vraiment parce ça que la j'ai le position. sentiment qu'au-delà des raisonnements économiques et monétaires que vous maniez formidablement bien, qui sont très importants, j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même une dimension hein, chez vous plus émotionnelle quand même. Vous êtes Ah attaché à la ouais, France. totalement, ouais, totalement. Moi, je rêverais du De matin voir au un soir que pays la sous France tutelle, redevienne. voir... C'est dramatique, voilà, c'est absolument dramatique. Moi, je rêverais du matin au soir que la France redevienne un vrai pays. On n'est plus un pays, c'est une réalité. Et même les Américains, là où c'est quand même assez inquiétant aujourd'hui, c'est que même le grand maître de l'Occident, qui sont les Américains, sont obligés de combattre face à une forte de nouvelle puissance qui est un état profond du déclin réellement, qui pour le coup, pour le fait, est réellement dirigé uniquement par le marché contre toute forme de valeur, c'est-à-dire les nouvelles catégories d'entreprises qui ne sont pas des entreprises comme on les a connues. Aujourd'hui, c'est pas la société de Rockefeller qui dirige le monde, c'est BlackRock justement, ce sont des entreprises qui n'ont plus de visage, qui sont impersonnelles et qui réunissent différentes catégories d'actifs. Ce sont les fonds d'investissement, ce sont ces groupes-là qui font marcher une économie qui est au-dessus de toute forme d'économie réelle. C'est ça le gros problème. Et vous avez des gens qui sont, comme Donald Trump, plutôt pas droite aujourd'hui, je veux dire, c'est pas un socialiste, hein, Donald Trump, justement, il est quand même plutôt un mec de droite, mais qui lutte contre ça. Et Donald Trump a déclaré il y a déjà des mois, si je suis élu président de la République aux États-Unis, je fais passer un décret qui interdit, il a dit le wokisme assez récemment, mais qui interdit Oui, aussi la création d'une monnaie numérique de banque centrale. Ben tout ça à fait. s'inscrit. Je suis pas Trumpiste, c'est pas le truc de dire je défends Trump, il est formidable, c'est pas ça. C'est que je veux dire qu'il y a quand même quelqu'un aux États-Unis finalement qui est plutôt de droite, on s'en aperçoit, qui est un vrai républicain et qui est en train de vous dire
Non, mais il faut pas politiser la monnaie. La monnaie, il y en a qu'une, ça s'appelle le dollar ici, qui est l'auxiliaire, on va dire, de toutes les autres monnaies qui seraient les verbes vis-à-vis des auxiliaires. Je prends la comparaison assez régulièrement, qui est assez juste dans le système C'est monétaire. être ou Vous avoir avez, par rapport voilà, au être verbe. ou avoir, et vous avez tous les autres Ça verbes. Et vous construit avez tout. le dollar, il y a un seul auxiliaire, et vous avez toutes les autres monnaies. Mais en attendant, au-delà de ça, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que les monnaies s'apprécient vis-à-vis des autres monnaies, puisqu'il n'y a plus d'étalons monétaires, il n'y a pas d'étalons or, donc ça veut dire que c'est le système qui fonctionne avec une forme d'équilibre. Et cet équilibre repose finalement sur les échanges diplomatiques, sur le plan économique et sur le plan politique. Ça veut dire que si vous avez une banque, tous les pays ont une banque centrale, hein, ou tous les regroupements de pays. Nous, on a la Banque Centrale Européenne en Europe, mais si vous regardez, il n'y a pas les seuls États et les seules principautés qui n'ont pas de banque centrale sont affiliés à des grandes banques centrales, c'est Andorre ou Mm. Monaco, mais c'est tout à fait marginal. Il y en a 7 ou 8 et peut-être deux trois pays africains, mais c'est tout. Mais sinon, tous les pays ont une banque centrale et tous les pays sont régis par la Banque des règlements internationaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la finance mondiale, c'est le système financier. Et à l'intérieur de ces banques centrales, il y a des monnaies qui sont émises. Mais pour que ceci puisse fonctionner, il faut quand même qu'on parvienne à se parler un petit peu. On peut pas exclure les Russes de la BRI, mais dire pendant encore 20 ans, on va fonctionner avec vous, vous allez avoir votre banque centrale qui va fonctionner vis-à-vis des autres banques centrales avec des monnaies qui seront, vous aurez aussi votre monnaie, le rouble. Ça peut pas marcher, ça. C'est pas possible. Ouais. Et vous avez des gens comme Trump qui sont en train de défendre ça en disant il faut revenir à une forme de neutralité sur le plan politique, sur le plan civilisationnel, sur le plan monétaire. C'est intéressant, et d'ailleurs, pour vous donner raison, comme quoi c'est pas une histoire de droite-gauche aujourd'hui. Kennedy Jr., qui est un candidat indépendant qui serait plutôt classé à gauche, Voilà, qui ouais. serait donné comme ça, dit aussi Ouais. qu'il faut interdire les monnaies numériques de banque centrale. Pour le coup, d'ailleurs, il y a pas mal de points de ressemblance entre Trump et, il faut le dire, et Kennedy Jr. Ouais, ouais. Mais Trump est l'un des deux qui peut Mais le gagner. sujet des monnaies numériques de banque centrale, c'est parfaitement délirant, hein, parce que d'un côté, il y a une idée quand même des banques centrales et on va dire de l'État profond totalement impersonnel qu'on pourrait qualifier de woko numériso globalisé, que j'évoquais précédemment, qui est quand même de mettre la main sur l'épargne, sur la liberté, sur les libertés individuelles, sur les Ouais, on capacités peut flécher votre consommation, voilà, etc. et c'est surtout qu'ils supportent pas une chose, c'est de se dire, bon, il y a des fonds d'investissement comme ça qui gèrent des fortunes, mais par contre, si vous, demain, vous avez une idée, et que cette idée plaît, par exemple, et qu'elle marche, ben, vous allez travailler avec de la monnaie, et qu'est-ce que vous allez amasser? De la monnaie. Et il y a peut-être des gens qui ont de la monnaie qui vont vous financer. Et ça, ils ne le supportent pas. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de se dire, c'est qu'il ne faut plus que les peuples puissent avoir de la monnaie entre les mains. Si on leur met de la monnaie entre les mains, ils vont se débrouiller. Et il faut absolument pas qu'ils aient ça. Il faut qu'ils aient de la monnaie numérique de banque centrale. Et nous, par contre, on va garder la monnaie business, et on va faire avec. C'est ça l'état d'esprit. Et au-delà de ça, la double problématique, c'est que vous avez premièrement ce côté très machiavélique des banquiers centraux et d'une forme d'état profond en quelque sorte qui est d'anéantir toute forme de liberté individuelle. Et Mm. vous avez d'autres banquiers centraux, ou parfois même les mêmes banquiers centraux, les mêmes dirigeants, qui se prennent au jeu finalement, qui consiste à se dire, ben, le système monétaire traditionnel dans lequel nous donnons des coups de pied systématiques et duquel nous violons toutes les théories fondatrices, c'est-à-dire la théorie quantitative de la monnaie, tout ce qui faisait que ça tenait quand même tant bien que mal et qu'on arrivait à entretenir ce système monétaire, ce système fonctionne plus parce qu'on le viole systématiquement. Ben, peut-être qu'avec les monnaies numériques de banque centrale, on va en créer un second qui sera plus propre. Parce que pour le moment, on ne va pas s'endetter avec des monnaies numériques de banque centrale, mais ils vont y arriver très vite. Ils vont faire exactement la même chose, les mêmes déviances qui s'attaquent aujourd'hui au système traditionnel vont être les déviances demain du nouveau système, quoi. Mais merci de parler ces affaires très graves et qui touchent par ailleurs évidemment à nos libertés fondamentales. Et c'est un débat complètement absent du débat politique français, ce qui n'est pas étonnant, puisque nous sommes un pays qui a renoncé à la souveraineté et qui donc tire vers le bas ses propres débats. Et Ouais, quand vous ouais, totalement. renoncez Mais ce qui est terrible, c'est qu'on et parle tire des vers le bas sujets. le niveau aussi de la classe, du personnel politique français. Forcément, le niveau baisse, forcément, le niveau des débats baisse, et forcément, des débats entiers échappent à la discussion, ce qui est l'inverse de la démocratie. Et c'est bien de pouvoir en parler. Et moi, je vois chaque jour le lien intrinsèque entre souveraineté et démocratie. Moins il y a de souveraineté, Absolument. moins il y a de débat. Et en réalité, plus on est en système totalitaire.
Il faut des grands sujets aujourd'hui. Si vous passez dans des grands médias mainstream ou si vous, il faut parler on parle pas de la monnaie par exemple ou d'argent, on parle de pouvoir d'achat. Donc il faut dire, Ouais, il faut qu'il y ait je mais sais. une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Voilà, je Ou veux de dire faits ça. divers, où on On parle des peut, faits divers. voilà, ou des faits divers, on peut dire, alors il faut parler, voilà, mais on parlera jamais d'État-nation, on va parler d'immigration simplement, on va parler de santé publique, mais jamais également par rapport à la gestion de la santé avant que n'intervienne la maladie, c'est-à-dire quand même des écosystèmes plutôt favorables. Je sais pas si vous, il suffit d'aller dans un restaurant aujourd'hui pour s'apercevoir, c'était Pierre Rabhi qui disait il y a quelques années, aujourd'hui il faut plus souhaiter bon appétit, il faut souhaiter bonne chance. Et c'est vrai, je veux dire, le pays de la gastronomie, regardez ce qu'on a fait quand même du circuit alimentaire français, c'est Ouais. dramatique. Et ça, c'est réellement les ravages de l'hypermondialisation numérisée et déshumanisée. Et On voudrait. Oui, non, non, je vous en prie. non, non, allez-y, allez-y. Ah non, non, vous aviez une phrase, je vous coupe Ouais, pas. parce que C'est je veux dire, intéressant. ce qui est intéressant, ce qui est en train de se produire, c'est que finalement, on voit bien que les ravages de cette mondialisation sont en train d'étouffer la mondialisation elle-même. Ça veut Mhm. dire que il y a une polarisation d'un petit peu tous les systèmes, et auparavant, il nous fallait de l'argent pour se vautrer dans le monde. Et aujourd'hui, on veut de l'argent pour s'extraire du monde de plus en plus. C'est vrai, Et c'est vous vrai. regardez les dirigeants politiques, d'ailleurs, il n'y a plus un seul businessman qui cherche à être connu aujourd'hui. Les seules Mhm. personnes qui sont connues sont des personnes soit qui sont envoyées pour faire le travail, soit des personnes comme vous et moi, en quelque sorte, qui sommes là pour défendre la nation, pour défendre les peuples, pour défendre une certaine forme, en toute modestie, je veux dire, de prospérité, de possibilité d'évolution convenable de notre civilisation. Vous regardez les grands entrepreneurs, justement, que ce soit dans les fonds d'investissement, ils sont absolument pas connus, c'est plus là que ça se passe. Je veux dire, c'est pas au sein des foules. Et ça veut dire qu'il y a une polarisation en touchant qui va quand même finalement conduire vers une mort d'une forme de mondialisation. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer, c'est que quoi qu'il en soit, ces systèmes sont en train d'éclater. Mais ça peut durer. Donc ça veut dire qu'on peut passer une décennie assez compliquée. Mais moi, je suis par exemple convaincu que l'euro va disparaître, Mhm. mais il peut disparaître dans la douleur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des pays, finalement, comme la France, qui, par mauvaise gestion politique avec les dirigeants qu'on connaît aujourd'hui, c'est dramatique. Hein. Je veux dire, on parlait de Prisca-Thévenot, de Bruno Le Mhm. Maire précédemment. Mhm. Quand vous avez des dirigeants, ce ne sont pas des attaques frontales, mais quand même qui n'ont aucune connaissance par rapport aux Oui. ministres qui sont les leurs. Bruno Le Maire, qui est quelqu'un quand même d'assez brillant, qui a réussi brillamment ses études, qui est... Oui. voilà, non, mais je Non, veux mais dire, il est studieux, mais ah, je sais par pas rapport s'il à est Prisca brillant. Je sais Thévenot, pas c'est un s'il est autre brillant, niveau, honnêtement. sincèrement. Hein. Je dirais pas de Prisca Thévenot qu'elle est brillante. Elle est sympathique, mais je dirais pas qu'elle est Non, non, particulièrement bien sûr, brillante. c'est Je vrai. veux Non, dire, mais Bruno Le Maire est quand même assez... Mais il n'a aucune connaissance économique, hein, c'est une réalité. Et je pense non, même mais ils qu'il a vivent en été... vase clos, ils vivent en vase clos dans leur monde, dans leur idéologie, dans leur Ouais, ouais, système. non, mais même au-delà de ça, il n'y a pas les réflexes. Même C'est vrai. dans la dernière interview, il a quand même la faculté de me dire qu'il y a un tiers quelque part, un tiers quelque part, un tiers et quatre tiers. Il en arrive à faire le compte de quatre tiers de dette. Je Ah veux dire, bah, quand on met 100 mètres carrés dans un hectare, on il peut bien mettre connaissait 4 pas tiers le nectar, il était dans un, ministre de quoi. l'Agriculture, et je pense que Bruno Le Maire a été réellement casté, sélectionné, nommé, parce que son sens de la dignité ne se portait pas sur l'économie, plutôt sur la littérature. Je suis pas fan des livres de Bruno Le Maire, personnellement, et apparemment, ils n'ont pas beaucoup de succès parce qu'ils se vendent très mal. Hein. Bah, Mais je n'en connais que quelques renflements, pas plus. Mais... voilà, c'est ce qui a été absolument. Mais à part ça, je veux dire que le sens de la dignité de Bruno Le Maire ne se portait pas sur l'économie. Parce que si Bruno Le Maire réellement avait une forme de, comme d'autres personnes qui ont fait le même travail que lui, finalement. Vous écoutez même Christian Noyer lorsqu'il fait ses déclarations sur l'union des marchés de capitaux, il est mal à l'aise, vraiment. Vous regardez les extraits sur BFM Business, il se frotte les mains, il baisse les yeux, il est vraiment pas à l'aise parce que il sait qu'il est en train de faire le travail pour priver la population de toutes ses libertés. Alors que Bruno Le Maire, vous pouvez le mettre sur n'importe quel plateau, il va vous dire que l'économie va très bien et qu'il a sauvé l'économie française. Il y a un record, ce sont les chiffres officiels, ça je veux dire. Il y a un record historique de défaillance d'ETI en France. Et il y a un record d'endettement historique. Et vous avez un ministre des Finances publiques et de l'économie qui vous dit qu'il a sauvé l'économie française. Mhm. Et il y a vraiment que Bruno Le Maire pour assumer de telles paroles. Mais il y a un an, il disait qu'on était au bord de nouvelles 30 glorieuses. Ah ouais, non, je veux dire, c'est là où
Les bras Fascinant, m'en oui. tombent, je veux dire, quand vous entendez ça, c'est il a un report sur le budget général, c'est quand même ce qui a été, je lui posais la question, parce qu'elle est quand même capitale. Depuis 2020, pendant 15 ans, de 2007 à 2020-2022, on avait 2 milliards de reports annuels sur le crédit général. Depuis que Bruno Le Maire est aux manettes et 3 ans après, à partir du Covid, qui a bon dos, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on vous parle de politique monétaire, on vous dit, mais qu'est-ce que vous vouliez? Vous voulez qu'on laisse les gens mourir du Covid? Il a fallu Bah, ils armer l'ont tout le laissé, ils monde. les ont laissés quand même mourir d'ailleurs au Ouais, passage. ouais, c'est encore un autre problème, mais je veux dire, sur le Covid, on peut sortir le Covid systématiquement à tout bout de champ. Même par rapport à du quantitative easing qui avait été Oui, opéré avant le Covid, 5 années bien, auparavant. bien sûr. Et Bruno Le Maire, à partir de la période Covid 2020, s'est laissé aller à une vingtaine de milliards annuels à peu près de reports de crédit sur le budget général. Ça veut dire qu'on est passé de 2 milliards de reports annuels à 20 milliards. Et là, depuis 4 ans, 4-5 ans, on a 20 milliards de reports annuels sur le budget général. On a une croissance qui est de plus en plus faible. On a une économie catastrophique. On a 5,5 de déficit. Et Bruno Le Maire vous dit quand même, quand c'est l'INSEE qui dévoile les comptes parce qu'il les a camouflés pendant 6 mois, il avait une obligation de la loi organique quand même, et l'article c'est 53 ou 58, de Mhm. déclarer des prévisions qui n'allaient pas en sa faveur, mais qui étaient la réalité, hein, et qui s'est avérée publique par la suite, c'est-à-dire 5,5 de déficit et pas 4,9, qui est Mhm. déjà 1,9 de plus que leur propre Mhm. précepte à Mhm. l'eurozone. Et à ce moment-là, que vous dit Bruno Le Maire? Il vous dit il y a eu un accident sur les recettes que je reconnais bien volontiers. On a envie de lui dire, bon, formidable. Et deuxièmement, il vous dit, mais je m'engage à ramener le déficit à 3% d'ici à 2027. Premièrement, je veux dire, ça veut dire qu'on est quand même gouverné par des gens qui communique très mal, parce que son président de la République dissout l'Assemblée nationale quelques temps après, donc lui, il sera plus là le mois prochain, et il vous dit quand même 2 semaines avant, je m'engage, si, là, c'était pas en face de moi, mais si j'avais été le journaliste qui l'interrogeait, je lui dirais, mais quand même, soyons sérieux, il y a de fortes probabilités pour que vous ne soyez plus à Bercy dans 3 semaines, donc il faut quand même être un peu sérieux. Après, je veux dire, on va pas se mentir, on va pas se mettre des œillères systématiquement, il y a le réel aussi, je veux dire, Bruno Le Maire, dans un an, vous ne serez plus là, bon ou mauvais, vous serez plus là. Et il vous dit, je m'engage. Et moi, lorsque je lui pose la question sur le port des crédits, c'est là qu'il le prend mal, justement, et qu'il me dit, non, non, mais je n'accepte pas de telle question, en gros, sur un plateau de télévision. Et la question, c'est de dire, vous avez 20 milliards de reports sur le budget général. Vous gérez les finances publiques d'un pays qui s'endette encore plus qu'auparavant et qui a des économies privées qui fonctionnent mal. Expliquez-moi comment vous voulez revenir à 3% de déficit. Parce que moi, sans qu'il y ait de ponction de l'épargne privée, ça me paraît pas possible. Si vous Le n'allez pas projet. tirer sur le parc immobilier, si vous n'allez pas ponctionner les gens, c'est pas Oui, c'est possible. ça. Projet caché, quoi, un petit peu. Soit il ment, soit il a un projet caché pour y arriver, qui n'est pas reluisant. On va conclure là, Tom. Ça fait 1 heure qu'on discute et c'est passionnant. On pourrait encore discuter 3 heures. Enfin, on le refera avec plaisir si Avec vous plaisir, bien l'acceptez. sûr. Il y a beaucoup de choses à voir. J'aimerais vous convier aux assises de la souveraineté parce que je vois que vous allez au cœur des vrais sujets et ça m'intéresse beaucoup. Après, on a plein de débats, j'imagine, mais c'est pas le sujet. Euh, et là, c'est toujours intéressant d'entendre des personnes qui parlent, qui vont au cœur du vrai problème. Tant qu'on n'est pas un pays souverain, on parle un peu dans le vide. J'aimerais vous inviter en septembre à ces assises de la souveraineté. Est-ce que vous seriez OK pour Avec y participer? plaisir, bien sûr, avec grand Bon, plaisir. Je bah, serai j'en parmi suis vous. ravi. On aura a priori beaucoup, beaucoup de monde et d'intervenants de très grande qualité. Donc, je suis ravi de vous y compter. Cher Tom Benoît, et puis bonne suite, bonne continuation dans vos interviews. Bah, Et vous êtes aussi interviewé parce que vous faites des plateaux, je vois sur CNews et ailleurs, euh, voilà, ouais. qui sont aussi très intéressants et vous essayez d'apporter un autre regard et une autre densité Ce de qui est, discours. pour conclure, ce qui est paradoxal par rapport à ce que vous dites, c'est que j'interviewe et je suis aussi interviewé. Par la force des choses, finalement, je suis beaucoup plus neutre que bien des journalistes parce que je crois que je suis le seul journaliste ces derniers mois, ces dernières années, à avoir interviewé des personnalités de bords politiques différents et avoir eu exactement la même attitude avec des C'est vrai, c'est personnalités du vrai. Rassemblement national, à Reconquête, à LFI et à Bruno Le Maire de Renaissance. Vous avez été, oui, je peux le confirmer, vous êtes exactement le même face à toutes Ce qui n'est pas le les cas sur tous les composantes, médias publics, hein. qui n'est absolument pas le cas de beaucoup de journalistes, effectivement. Ça, c'est tout à fait à mettre à votre crédit. Bah, écoutez, merci pour tout cela. On a fait un beau petit tour déjà sur l'euro, l'épargne et tout le reste. Et puis, on va suivre ce qui se passe le 7 juillet et on sera amené à reparler, j'imagine. Et puis, de toute façon, on se voit également aux assises en septembre de la Avec grand souveraineté. plaisir. À votre Merci. disposition et à très bientôt, Florian. Au revoir. Merci Tom, à bientôt, bonne journée.
Je suis ravi de cet entretien, le premier sur cette chaîne avec Tom Benoît, qui était, vous avez vu, un homme brillant, passionnant, et qu'on a envie d'écouter parce qu'il maîtrise son sujet. Et en même temps, derrière sa technicité monétaire économique, il y a, on le sent, quelqu'un qui est très attaché à la France. Il l'a dit lui-même, et qui va au cœur des vrais sujets. On peut avoir après des débats, des discussions, ça c'est tout à fait la vie et c'est tout à fait normal et c'est très très bien d'ailleurs. Et en tout cas, je suis ravi qu'ils viennent aux assises de la souveraineté qui auront lieu en septembre. On précisera tout ça. Vous avez un lien sous la vidéo en description pour nous dire que vous êtes intéressé aussi, vous, de venir. Il y a déjà beaucoup de monde qui va venir. Ça va être extraordinaire. Il est en lien sous la vidéo en description. Comme ça, on pourra vous recontacter facilement si vous avez l'intention d'y venir également physiquement. Bien évidemment, merci de partager cette vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. Petit clic gratuit pour vous. C'est très important. Vraiment. Et comme ça, les vidéos circulent mieux. Et évidemment, moi je vous attends patriotes. Si vous êtes d'accord avec le beau projet de récupération de l'indépendance nationale, de recréer un avenir, d'éviter que notre épargne soit volée, d'avoir une nouvelle monnaie nationale, de sortir de l'Union européenne, d'avoir les libertés fondamentales, de lutter contre les monnaies numériques, d'aller sur des vrais débats, alors adhérez aux patriotes. Voilà, venez dès maintenant. Ou réadhérez, constituez, confortez le bloc souverainiste et le rassemblement et nos actions. Aidez-nous à faire ces assises de la souveraineté en faisant un don au mouvement également. Parce qu'on n'a pas d'aide publique, on n'a pas d'aide des banques, on n'a pas de copains dans le système. On est anti-oligarchique. Vous pouvez réadhérer par le premier lien qui se trouve sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous pouvez faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Et tous ces liens sont également sur les-patriotes.fr en permanence. Et tout est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Adhérez, réadhérez, donnez au mouvement. Ça fait baisser vos impôts concrètement, massivement. Donc faites-le. Aidez-nous, rejoignez-nous, apportez votre contribution, participez à la libération de la France. Et construisez avec nous le bloc souverainiste et les assises de la souveraineté et toutes nos actions par ailleurs. C'est formidable, c'est un projet enthousiasmant, je vous attends dès maintenant. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.